L'odeur de cire fraîche et le ronronnement monotone de l'aspirateur, voilà la nouvelle symphonie qui berçait la vie de Bernadette Castel. Il y a à peine 6 mois, elle n'était pas la fondatrice et actionnaire majoritaire de la Banque centrale d'investissement. Non, elle était juste Bernadette, l'une de ces silhouettes anonymes qui, bien avant l'aube, astiquaient la splendeur de l'institution qu'elle avait bâtie pierre après pierre, à 52 ans. Le deuil brutal de son Henri encore lourd sur le cœur. Elle avait troqué ses tailleurs impeccables pour un uniforme bleu délavé, mue, non pas par un caprice, mais par le soupçon tenace qu'une chose grave, clochait au sein de son empire. Son esprit, une calculatrice brillante capable de décrypter les marchés financiers les plus versatiles, se concentrait désormais sur des détails insignifiants, des détails qui révélaient pourtant des vérités occultées. Un papier chiffonné au fond d'une corbeille, une conversation étouffée derrière une porte, la tension palpable dans les épaules d'un cadre qui passait près d'elle, sans la voir. Bernadette la magnate était une figure d'autorité. Bernadette la femme de ménage était invisible, et cette invisibilité était son arme la plus redoutable. Elle voyait la vérité nue de son entreprise dans les restes que les autres laissaient derrière eux. Cette mission qu'elle s'était auto-infligée était le symptôme de son plus grand défaut, une méfiance maladive, une méfiance exacerbée par la mort d'Henri. Son mari et associé avait toujours été son contrepoids, son ancre dans un monde qui lui paraissait de plus en plus hostile. Sans lui, sa tendance au contrôle obsessionnel avait proliféré comme une mauvaise herbe, éloignant ses conseillers les plus fidèles, et même sa propre fille, qui voyait dans la croisade de sa mère une folie alimentée par le chagrin. Bernadette se sentait profondément seule, mais elle pensait que cette solitude était le prix à payer pour rester vigilante. Le mensonge qu'elle se racontait à elle-même, répété comme un mantra silencieux en frottant le marbre du sol, était « Si je ne contrôle pas tout personnellement, tout le monde me trahira ». Cette croyance était à la fois son armure et sa prison. Elle l'empêchait de déléguer, de faire confiance, de guérir. Elle devait dénicher la pourriture, qu'elle sentait gangréner les fondations de sa banque, non seulement pour sauver son héritage, mais aussi pour prouver à elle-même que sa méfiance n'était pas de la paranoïa, mais un instinct de survie aiguisé. Ce lundi matin, sa cible était l'épicentre de ses soupçons, le bureau de Philippe Leclerc, l'ambitieux directeur général, dont la brillance lui semblait trop lisse, trop rapide. En poussant son chariot de nettoyage dans le couloir silencieux, le bruit des roulettes était comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Elle n'allait pas se contenter de nettoyer son bureau. Elle allait disséquer sa vie, atome par atome, à la recherche de la crasse qu'il dissimulait sous le vernis de sa réussite. Le bureau de Philippe était un sanctuaire dédié à son ego, moderne, minimaliste, avec une vue panoramique sur la ville qu'il semblait posséder. Bernadette, la tête baissée, nettoyait méthodiquement les surfaces de verre et d'acier, son corps exécutant des gestes précis, fruits d'une habitude, masquant l'analyse furieuse qui se déroulait dans son esprit. Elle cataloguait chaque objet, chaque dossier, quand la porte s'ouvrit brusquement et que Philippe entra, exhalant une aura d'assurance et d'eau de Cologne coûteuse. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'un investisseur important, un homme dont l'expression trahissait un mélange d'avidité et de nervosité. Philippe ne jeta même pas un regard à Bernadette. Pour lui, elle faisait partie du décor, une présence fonctionnelle, dépourvue d'identité. Posant une main sur l'épaule de son client, il le guida vers la fenêtre et entama sa présentation. C'est alors que les mots qui allaient de confirmer les pires craintes de Bernadette furent prononcés, avec une cruauté désinvolte qui lui glaça le sang. « Le secret, mon cher, c'est la simplicité, » dit Philippe, avec un sourire condescendant. « Nous créons des dossiers de crédit pour des parents éloignés, des noms que personne ne prendra la peine de vérifier, des prêts de développement, des subventions pour les petites entreprises,
Tout est parfaitement légal en apparence. Il laissa échapper un rire, un son creux, dans le bureau aseptisé. Ces gens simples n'y comprennent rien à l'argent, ajouta-t-il en désignant vaguement Bernadette. Pour eux, 1 million ou 1 milliard, c'est la même chose. De vrais analphabètes financiers. Bernadette continua à nettoyer, le visage impassible. En elle, une colère froide et calculatrice montait. Analphabète financière, elle qui avait donné des séminaires de 3e cycle à HEC Paris. Elle qui avait bâti cette banque à partir d'un rêve et d'un prêt. Chaque parole de Philippe était un clou de plus dans son propre cercueil, et Bernadette prenait note mentalement de chaque coup de marteau. Il était en train de confesser son stratagème, en partant du principe que la femme qui lavait son sol était trop insignifiante pour comprendre. La conversation continua, Philippe détaillant comment les fonds étaient transférés à travers un réseau de sociétés écrans avant de disparaître dans des comptes offshore. Le client, visiblement impressionné, posait des questions qui révélaient sa complicité. Bernadette, feignant l'invisibilité, absorbait chaque détail, chaque nom, chaque chiffre. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une profanation de l'héritage qu'Henri et elle avaient construit, une trahison des principes d'intégrité qui étaient la pierre angulaire de la banque. Sa mission n'était plus un soupçon, c'était une certitude. Quand elle quitta enfin le bureau de Philippe, l'odeur de son eau de Cologne flottait encore dans l'air, une odeur écœurante de trahison. Bernadette se réfugia dans un petit débarras, le seul endroit du bâtiment où elle pouvait baisser la garde un instant. Assise sur un seau renversé, entourée de serpillères et de détergents, elle ferma les yeux, et l'image d'Henri apparut, nette et douloureuse. Elle revit son sourire, l'éclat dans ses yeux, lorsqu'ils avaient conclu leur premier grand accord, la façon dont il lui prenait la main par-dessus la table de réunion, une alliance silencieuse contre le monde. Ils avaient formé une équipe, au sens propre du terme. Son esprit analytique et sa vision du marché complétaient l'intégrité inébranlable d'Henri et sa capacité à inspirer la loyauté. La Banque centrale d'investissement n'était pas seulement une entreprise. C'était leur enfant, né de nuits blanches, de risques calculés et d'une foi partagée. Que le capital pouvait être une force pour le bien, pour construire, et non seulement pour accumuler. Philippe Leclerc et son stratagème parasitaire étaient l'antithèse de tout ce en quoi il croyait. La mort d'Henri, une crise cardiaque foudroyante lors d'un jogging matinal, l'avait anéanti. Non seulement il lui avait ravi l'amour de sa vie, mais il l'avait aussi laissée à la dérive dans un océan de responsabilités pour lesquelles elle se sentait soudainement démunie. Sa méfiance, auparavant un trait de caractère gérable, était devenu son mécanisme de défense. Si l'univers avait pu lui arracher Henri de manière aussi arbitraire, de quoi les hommes ne seraient-ils pas capables par cupidité? Ainsi, elle commença à ériger des murs, à éloigner tous ceux qui tentaient de l'aider, convaincue que seule elle pouvait protéger ce qui restait de son monde. Ce besoin de contrôle était désormais sa force motrice et sa plus grande faiblesse. Il lui permettait d'exécuter son plan dangereux avec une précision implacable, mais il la rendait aussi aveugle aux alliés potentiels. Elle voyait des traîtres dans chaque ombre, oubliant les nombreux employés honnêtes qui, comme elle, dédiaient leur vie à la banque. La douleur de sa perte alimentait sa paranoïa, et la paranoïa alimentait sa solitude, dans un cercle vicieux qui menaçait de la consumer. Elle regarda sa main, et l'alliance de mariage simple qu'elle ne quittait jamais. C'était un rappel constant d'Henri et du serment qu'elle s'était fait à elle-même à son enterrement, protéger leur héritage à tout prix. Le prix, réalisait-elle maintenant, était plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de l'âme de l'institution. Et pour la sauver, elle devrait affronter non seulement les voleurs, mais aussi ses propres démons. Dans sa tour de verre surplombant la ville, Philippe Leclerc ne se voyait pas comme un méchant. Au contraire, il se considérait comme le sauveur de la Banque centrale d'investissement. Dans son esprit, Bernadette Castellanos était une relique.
Une veuve excentrique accrochée à un modèle d'affaires obsolète. Il croyait vraiment que, sans son intervention, la banque, avec ses pratiques antiques, serait engloutie par la nouvelle vague du banking digital. Son ambition n'était pas seulement la cupidité, c'était, dans sa vision déformée, un acte de préservation. Il méprisait ce qu'il considérait comme l'approche sentimentale de Bernadette et d'Henri aux affaires. Pour Philippe, la loyauté et l'intégrité étaient des concepts archaïques qui n'avaient pas leur place dans le monde financier moderne. Un monde d'algorithmes, de transactions à la vitesse de la lumière et de risques audacieux. Il était le futur. Elle était le passé. Les millions qu'il détournait n'étaient pas, dans sa perspective, un vol, mais plutôt une taxe de modernisation, un capital de risque nécessaire pour financer sa vision et garantir sa place de droit au sommet. Avec une ironie qui lui échappait complètement, il utilisait les fonds obtenus de manière frauduleuse pour impulser des initiatives de technologie de pointe au sein de la banque. Il lança une nouvelle application de mobile banking, investit lourdement dans l'intelligence artificielle pour l'analyse de crédit et engagea une équipe de jeunes prodiges de la technologie. Aux yeux du conseil et du public, il était un innovateur, un leader dynamique qui préparait la banque pour le XXIe siècle, tandis que la veuve éplorée s'éloignait de plus en plus de la réalité. Son ascension après la mort d'Henri avait été météorique, alimentée par un charisme calculé et une compréhension astucieuse des faiblesses des autres. Il savait quels boutons presser, quels égos masser. Il avait conquis la confiance du conseil d'administration avec des projections financières optimistes et une rhétorique de progrès implacable. Son agenda était clair, convaincre tout le monde que la direction de Bernadette était un risque et qu'il était le seul choix logique pour garantir la stabilité et la croissance future. Philippe croyait en sa propre propagande. Il était le protagoniste de sa propre histoire héroïque, où les fins justifiaient les moyens. L'humiliation de figures comme Bernadette n'était pas une malice personnelle, c'était simplement l'ordre naturel des choses. Il y avait des leaders, et il y avait des suiveurs, des prédateurs et des proies. Il était né pour diriger, et si pour cela il devait écarter une veuve antiquée et ses valeurs dépassées, qu'il en soit ainsi. C'était juste le coup du progrès. C'était mardi, le jour le plus fréquenté de la semaine dans le hall principal de la banque. Les clients attendaient dans des files d'attente. Les directeurs se précipitaient vers des réunions et l'air vibrait de l'énergie du commerce. Bernadette, dans son rôle de Bernadette, venait de nettoyer une tache de café près de l'entrée et se dirigeait vers l'ascenseur de service. Mais celui-ci était en maintenance, avec un soupir, et sachant que c'était contre les règles non écrites, elle entra dans l'ascenseur social, espérant passer inaperçue au milieu de la foule. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Lorsque les portes d'acier brossé se fermèrent, le dernier à entrer fut Philippe Leclerc. Il était au téléphone, parlant à voix haute d'une affaire de millions. Quand il raccrocha, son regard parcourut l'ascenseur et se posa sur Bernadette. Un pli de désagrément se forma sur son front. L'ascenseur s'arrêta à son étage, et au lieu de sortir, il se tourna et bloqua la porte avec son bras. « Que pensez-vous faire ?» Sa voix coupa le silence tensu. Bernadette le regarda, son visage inexpressif. « L'ascenseur de service est en panne, monsieur, » répondit-elle, sa voix basse et soumise. La réponse sembla l'enrager encore plus. Il sortit de l'ascenseur et se tourna vers elle, sa voix montant de ton pour que tout le monde dans le hall puisse entendre. « Les femmes de ménage ne peuvent pas utiliser l'ascenseur social pendant les heures d'ouverture. Avez-vous une idée de l'image que cela transmet? Des clients importants? Et nous avons le personnel de nettoyage qui se mélange avec eux. » L'humiliation fut instantanée et totale. Des dizaines de paires d'yeux se tournèrent vers eux. Clients et employés se figèrent, témoignant de la scène inconfortable. Le visage de Philippe était rouge de colère. Une fureur disproportionnée qui révélait sa profonde insécurité et son classisme enraciné.
Il faisait d'elle un exemple, réaffirmant sa domination devant une audience captive. Bernadette sentit la chaleur de la honte lui monter au cou, mais elle resta immobile, absorbant le coup avec une dignité silencieuse. Alors que Philippe continuait son discours arrogant, un jeune homme au fond du hall leva son téléphone portable discrètement. L'écran brillait tandis qu'il enregistrait le cadre bien habillé, réprimandait la femme de ménage indéfense. Le moment, chargé d'une injustice palpable, était capturé, immortalisé en format digital. Bernadette, blessée mais pas vaincue, sortit de l'ascenseur et se dirigea vers les escaliers, sentant le poids de tous les regards sur son dos. L'humiliation faisait mal, mais sous la douleur, une nouvelle couche de détermination durcissait comme de l'acier. Philippe avait commis une erreur, il l'avait sous-estimé, et maintenant, il lui avait donné une nouvelle arme. En moins d'une heure, la vidéo commença à se répandre. D'abord, elle fut partagée dans des groupes privés de messages d'employés, accompagnée d'emojis de choc et de commentaires indignés. Ensuite, quelqu'un la publia sur Twitter. C'est là que l'explosion se produisit. Avec la légende « Le vrai visage du pouvoir bancaire », la vidéo d'1 minute et demie devint un incendie digital. Le hashtag « Je que classismo bancario » commença à être tendance, et le nom de Philippe Leclerc, ainsi que celui de la Banque centrale d'investissement, fut traîné dans la boue. Les réactions furent viscérales et implacables. Les commentateurs en ligne disséquèrent l'arrogance de Philippe, son costume cher contrastant avec l'uniforme humble de Bernadette. Des organisations de défense des droits des travailleurs ont partagé la vidéo, l'utilisant comme un exemple éclatant d'inégalité sociale. Des émissions d'actualité télévisées ont diffusé le clip et des experts ont été invités à débattre de la culture toxique dans le monde de l'entreprise. La vague d'opinion publique s'est retournée contre la banque avec une force accablante. Dans son bureau, Philippe assistait au déroulement de la crise avec un mélange de panique et d'incrédulité. Il ne comprenait pas l'ampleur de la réaction. Dans son esprit, il ne faisait que maintenir l'ordre, protéger l'image de la banque. Il ne voyait pas l'abus de pouvoir, seulement un employé qui enfreignait les règles. Sa frustration n'était pas due au remords, mais à l'injustice d'être jugé par des personnes qui, selon lui, ne comprenaient pas la pression de sa position. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des membres du conseil d'administration, des journalistes, sa famille, son image soigneusement construite était en train de s'effondrer en temps réel. Bernadette, en revanche, observait la tempête depuis la sécurité de son anonymat, de retour dans son modeste appartement. Elle suivait le déroulement des événements sur sa tablette, une sensation sombre de vindication s'installant. L'humiliation qu'elle avait ressentie s'était transformée en une arme pointée directement au cœur de l'arrogance de Philippe. Elle n'avait pas planifié cela, mais elle reconnaissait sa valeur stratégique. Pendant que le monde extérieur se concentrait sur sa personne publique, il serait distrait, vulnérable. La réponse de Philippe était prévisible. Au lieu de présenter des excuses sincères, il est entré en mode contrôle des dégâts. Il a convaincu le conseil d'administration qu'il s'agissait d'une attaque orchestrée par des concurrents et que la meilleure défense était une offensive de relations publiques. Il a décidé d'engager la société de gestion de crise la plus chère et la plus implacable de la ville. Son objectif n'était pas de corriger son comportement, mais de réécrire le récit, de manipuler la perception publique. Et Bernadette savait exactement d'où viendrait l'argent pour payer cette campagne de nettoyage d'image. Avec les projecteurs de la crise médiatique braqués directement sur Philippe, une ombre protectrice s'étendait sur le reste de la banque. Et c'est dans cette ombre que Bernadette opérait maintenant avec une liberté renouvelée. Pendant que Philippe passait ses journées en réunion fébrile avec des avocats et des experts en relations publiques. Bernadette continuait sa routine silencieuse, son attention plus affûtée que jamais. La distraction de Philippe était son opportunité. Les poubelles sont devenues son trésor. Elle trouvait des brouillons de courriels, des notes de réunion hâtivement jetées,
des extraits de contes froissés, le soir, dans son appartement. Elle rassemblait les morceaux, comme un archéologue reconstruisant une civilisation perdue. Elle utilisait du ruban adhésif pour réparer les documents déchirés, une loupe pour déchiffrer les écritures hâtives. Petit à petit, la toile de tromperie de Philippe a commencé à prendre forme. Des noms de parents fictifs apparaissaient répétitivement, liés à des sociétés écrans dont les adresses, après une recherche rapide en ligne, se révélaient être des boîtes postales ou des terrains vagues. Son invisibilité lui permettait d'entendre des conversations qui seraient autrement chuchotées à huis clos. Pendant qu'elle dépoussiérait un bureau dans le service de crédit, elle entendait des analystes se plaindre à voix basse de prêts qui étaient poussés d'en haut sans la diligence raisonnable. « Les ordres viennent du bureau de Leclerc », disait l'un d'eux. « Ne pose pas de questions, approuve simplement. » Ces phrases étaient des pépites d'or pour son enquête, eux confirmant la chaîne de commandement de la corruption. De mercredi à vendredi, son dossier est passé d'une fine chemise à un volume lourd, rempli de preuves circonstancielles, mais écrasantes. Elle a cartographié le flux de l'argent, de l'approbation des prêts frauduleux aux comptes offshore. Elle a découvert que le stratagème était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, impliquant non seulement Philippe, mais un petit cercle de gestionnaires de niveau intermédiaire qu'il avait promu et qui lui devait maintenant loyauté. Pendant que Philippe luttait pour sauver sa réputation publiquement, Bernadette était en train de démanteler son empire secret dans les coulisses. Il y avait une justice poétique à cela. Il l'avait humiliée publiquement pour être une femme de ménage, mais c'était précisément ce rôle qui lui donnait l'accès et l'anonymat dont elle avait besoin pour le détruire. Chaque morceau de déchet qu'elle ramassait, chaque conversation qu'elle entendait, était un pas vers la vérité, nettoyant la saleté morale qui souillait les fondations de sa banque. Le siège de Veritas RP, la société de gestion de crise engagée par Philippe, était l'opposé de son bureau, des bois sombres, des fauteuils en cuir et un air de confidentialité de club d'hommes. Il s'est assis devant deux associés principaux. Des hommes avec des sourires aussi chers que leurs tailleurs impeccables, qui parlaient d'un ton calme et rassurant, qui démentait la nature prédatrice de leur travail. Ils ne vendaient pas d'excuses, ils vendaient des récits alternatifs. Le public ne veut pas la vérité, Monsieur Leclerc, a déclaré l'associé le plus âgé, nommé Arthur. Il veut une histoire à laquelle il puisse croire. Et en ce moment, l'histoire porte sur un cadre riche et arrogant. Nous devons changer l'histoire en une histoire sur un innovateur incompris, un père de famille qui a été sorti de son contexte. Ils ont présenté leur plan, une entrevue exclusive avec un journaliste sympathique, un don généreux et très médiatisé à un organisme de bienfaisance pour les sans-abri, et une série d'articles commandités sur sa vision d'un avenir bancaire plus inclusif. Philippe a écouté, sa panique cédant la place à une admiration réticente. Ces hommes étaient des maîtres dans l'art de la manipulation. Ils ne voyaient pas un problème moral à résoudre, mais une question d'optique à ajuster. Leur stratégie n'était pas seulement défensive, c'était une contre-offensive. Ils allaient le transformer de méchant en victime, puis en héros. Le sentiment d'être de nouveau en contrôle était enivrant. « Et là, employé ?» demanda Philippe, avec une pointe d'hésitation. « Nous pouvons la faire passer pour une opportuniste mécontente, » répondit le deuxième associé, sans ciller, peut-être avec un historique de plaintes infondées. Nous trouverons quelque chose, ou nous le créerons. La froideur avec laquelle il proposait de ruiner la vie d'une personne innocente était glaçante, mais Philippe a acquiescé, convaincu de sa nécessité. À la fin de la réunion, le prix a été discuté. C'était une somme astronomique, suffisante pour financer une petite entreprise pendant 1 an. Philippe n'a même pas hésité. Facturé au service de développement corporatif, ordonna-t-il, nommant le même centre de coûts qu'il utilisait pour canaliser les fonds des prêts frauduleux. L'ironie était immense. Il utilisait l'argent volé à la banque pour créer une campagne de relations publiques afin de se protéger d'être pris en train de voler la banque. En quittant leur bureau, il se sentait invincible.
persuadé que l'argent pouvait acheter non seulement le luxe, mais la réalité elle-même. Gérard, le chef comptable, était un homme qui se fondait dans le décor de la banque. Approchant la soixantaine, des lunettes à monture fine et une posture légèrement courbée, il était le genre d'employé qui cumulait des décennies de service sans jamais attirer l'attention. Philippe le voyait comme un bureaucrate inoffensif, un meuble fiable de l'ancien régime, trop timoré pour causer des problèmes. Mais Philippe, dans son arrogance, était incapable de voir ce qui se cachait derrière la façade effacée de Gérard, une loyauté farouche à la mémoire d'Henri Castellanos, et un esprit aussi affûté que celui de Bernadette, depuis que Bernadette avait commencé son enquête silencieuse. Gérard l'observait. Il avait remarqué la façon dont elle prenait plus de temps pour nettoyer certains bureaux, le regard intelligent qu'elle oubliait parfois de cacher, la manière dont son corps se raidissait quand Philippe passait, et un jour, en la voyant de profil à contre-jour, la ressemblance avec une ancienne photographie de Bernadette qui se trouvait dans son bureau l'avait frappé. Il savait, mais au lieu de la confronter, il avait décidé d'attendre et d'observer, comprenant qu'elle était dans une mission dangereuse que l'exposition pourrait ruiner. Il voyait les chiffres qui ne collaient pas, les rapports qui étaient manipulés, la pourriture se répandre dans la comptabilité comme un cancer. Il avait tenté de soulever des inquiétudes subtiles, mais avait été ignoré par Philippe et ses laquais. Il se sentait impuissant, un gardien assistant au saccage du trésor qu'il avait juré de protéger. L'arrivée de Bernadette, déguisée et vulnérable, lui donnait de l'espoir et un but. Il ne pouvait pas mener la bataille à sa place, mais il pouvait lui donner les munitions. Ce jeudi soir-là, alors que le bureau était presque vide, Gérard exécuta son plan. Il imprima une copie d'un unique virement bancaire, une transaction apparemment insignifiante d'une des sociétés écrans de Philippe vers un compte aux îles Caïmans, mais qui contenait un code de routage qu'il savait que Bernadette reconnaîtrait comme étant celui d'une banque rivale, connue pour le blanchiment d'argent. Il froissa le papier, comme s'il s'agissait d'une erreur d'impression, et le jeta dans sa corbeille à papier, juste au-dessus du marc de café pour le rendre moins évident. 1 heure plus tard, Bernadette entra dans son bureau avec son chariot de nettoyage. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Ils n'échangèrent aucun mot, mais une compréhension silencieuse passa entre eux. Quand elle vida la corbeille, sa main hésita un instant au-dessus du papier froissé. Plus tard, dans son appartement, elle déplia le document. Le code de routage lui sauta aux yeux. Ce n'était pas seulement une piste, c'était une invitation. C'était la première indication que, dans sa guerre solitaire, elle pourrait ne pas être, après tout, complètement seule. Le week-end apporta un calme trompeur à la banque. Les couloirs étaient vides, les téléphones silencieux. Mais pour Bernadette, la bataille s'intensifiait. La piste de Gérard avait été la clé qui ouvrait une nouvelle porte dans son enquête. Le code de routage la conduisit à un labyrinthe numérique de virements internationaux qu'elle passa toute la nuit de vendredi et le samedi matin à dénouer. L'ampleur du vol était plus importante, plus complexe qu'elle ne l'avait prévu. C'est pendant cette immersion profonde dans les données qu'elle trouva quelque chose d'encore plus sinistre. Caché dans un sous-dossier d'un serveur auquel elle accéda en utilisant une ancienne porte d'accès d'administrateur que seulement elle et Henri connaissaient, se trouvait un fichier audio. C'était l'enregistrement d'un appel vidéo. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle cliquait pour lire. La voix de Philippe emplit la pièce, unctueuse et confiante. Il parlait à quelqu'un, un avocat, à en juger par le langage, et la réunion extraordinaire du conseil d'administration est prévue pour lundi matin, disait Philippe. J'ai déjà les déclarations de 2 de ces anciens médecins. Une touche de démence sénile, une certaine instabilité émotionnelle due au deuil. Tout cela est très tragique. Bien sûr, le conseil n'aura d'autre choix que de la déclarer incapable. Je prendrai le contrôle intérimaire, qui deviendra permanent. C'est la seule façon de protéger la banque de son excentricité.
Bernadette sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il ne s'agissait pas seulement de voler son argent. Philippe essayait de voler son identité, sa santé mentale, son nom. La cruauté du plan était coupante. Il ne voulait pas seulement l'écarter, il voulait l'effacer, la transformer en une note de bas de page oubliée dans l'histoire de la banque qu'elle avait fondée. C'était le coup final, conçu pour la neutraliser de manière permanente et légale. Le choc initial fit place à une rage glaciale. Le calendrier s'était considérablement accéléré. Elle n'avait pas des semaines ou des mois pour rassembler des preuves irréfutables. Elle avait moins de 48 heures. Le jeu avait changé. D'une enquête furtive. C'était devenu une course désespérée contre le temps. Son plan initial d'exposer lentement la fraude semblait maintenant dangereusement naïf. Philippe était sur le point de lui donner l'échec et Matt, dans la solitude de son appartement, entouré de graphiques financiers et de l'odeur de l'eau de Javel, Bernadette prit une décision. Il n'y aurait plus de subterfuge, plus de collecte patiente de preuves. La réunion de lundi serait, en fait, le théâtre de la bataille finale. Mais ce n'était pas elle qui serait jugée. Ce serait Philippe. Elle transformerait son piège en sa propre plateforme d'exécution. La reine invisible était sur le point de réclamer son trône. Le reste du samedi et tout le dimanche furent un flou d'activités fiévreuses pour Bernadette. Le sommeil était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, alimenté au café et à l'adrénaline. Elle travailla avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, son esprit brillant, fonctionnant à son apogée. La révélation du plan de Philippe pour la déclarer incapable reliait les points d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. La fraude, la campagne de relations publiques, l'attaque personnelle, ce n'étaient pas des stratégies séparées, mais des facettes d'un seul et vaste plan pour prendre le contrôle total. Elle replongea dans les données financières, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Elle ne cherchait plus seulement le vol. Mais le motif derrière l'urgence de Philippe, pourquoi tout risquer avec un coup aussi audacieux et rapide? La réponse, elle le soupçonnait, devait se trouver dans les chiffres. Elle commença à analyser les modèles de négociation des actions de la Banque centrale d'investissement dans les mois qui suivirent la mort d'Henri. C'est alors qu'elle trouva l'anomalie, un petit mais constant volume de ventes à découvert provenait d'une série de fonds de couverture basés à l'étranger. Quelqu'un pariait fortement sur la chute de la Banque centrale d'investissement. C'étaient des paris risqués, à moins d'avoir une connaissance interne qu'un événement catastrophique était sur le point de se produire. Un événement qui ferait chuter la valeur des actions de la Banque centrale d'investissement. Un événement comme la révélation d'une fraude massive. Ou la vente de données de clients à des concurrents, les fils invisibles commencèrent à se tisser, formant une image terrifiante. Philippe ne se contentait pas de voler pour s'enrichir. Il créait les conditions de la destruction de la banque. Sa prise de contrôle n'était qu'une étape intermédiaire. L'objectif final était de profiter de son effondrement. Il n'était pas un parasite qui saignait son hôte lentement, mais un incendiaire, prêt à mettre le feu à la maison et à réclamer l'argent de l'assurance. Cette prise de conscience changea tout. Sa mission n'était plus seulement une question de justice ou de protection de son héritage. Il s'agissait de la survie de l'institution et des milliers d'employés et de clients dont l'avenir en dépendait. La trahison était plus profonde, plus nihiliste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le poids de cette responsabilité pesa sur ses épaules, mais au lieu de l'écraser, il lui donna une clarté d'objectif effrayante. Elle savait ce qu'elle devait faire. Son dossier n'était plus seulement une collection de preuves, c'était une arme de destruction massive, et elle était sur le point de la pointer, au cœur de la conspiration de Philippe, motivée par l'urgence. Bernadette se concentra sur l'attaque la plus personnelle de Philippe. Le plan pour la déclarer mentalement incapable. C'était une tactique tellement vile, tellement cruelle, qu'elle avait besoin de la démanteler pièce par pièce. En utilisant ses anciens identifiants,
Elle accéda au registre des ressources humaines et trouva les noms des 2 médecins qui avaient signé les attestations fausses. Ils ne furent pas difficiles à localiser. Une vérification rapide dans le système de clientèle de la banque révéla ce qu'elle soupçonnait déjà. Les 2 médecins avaient récemment reçu des prêts importants de la Banque centrale d'investissement. Des prêts à des conditions inhabituellement favorables, approuvés personnellement par Philippe Leclerc, et tous 2 étaient déjà en défaut de paiement, sans qu'aucune action de recouvrement n'ait été entreprise. C'était un cas classique de corruption et de chantage. Ils avaient troqué leur éthique médicale contre leur stabilité financière, vendant leur signature pour forger une réalité qui servait les desseins de Philippe. L'accusation spécifique qu'ils avaient validée était celle de démence sénile d'apparition rapide, aggravée par un deuil compliqué. Lire ces mots, appliqués à elle-même, fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle, dont l'esprit était son outil le plus précieux, son sanctuaire, l'audace du mensonge était choquante. Philippe ne se contentait pas de remettre en question sa capacité à diriger, il essayait d'annuler sa propre essence, de redéfinir son identité, comme celle d'une femme fragile et confuse, perdue dans le brouillard de l'âge et de la douleur. Cette révélation rendit la lutte encore plus personnelle, si cela était possible. Il ne s'agissait plus seulement de la banque, il s'agissait de sa dignité. Il avait utilisé sa douleur la plus profonde, son deuil pour Henri, comme une arme contre elle, transformant sa vulnérabilité en une pathologie forgée. Il voulait que le monde la voie, non pas comme l'architecte d'un empire financier, mais comme une pauvre veuve qui avait perdu la raison. Avec une détermination sombre, Bernadette imprima les preuves, les demandes de prêt, les approbations de Philippe, les registres de défaut de paiement et les attestations médicales fausses. Elle les plaça dans son dossier, un chapitre dédié à la cruauté calculée de son adversaire. Chaque page était un témoignage, non pas de sa démence, mais de sa lucidité et de la dépravation de Philippe. La tentative de Philippe de la dépeindre comme folle serait la preuve finale de sa propre santé mentale et de son aptitude à le faire tomber. Un dimanche après-midi, Bernadette reçut un message crypté sur une ancienne application que seule elle et quelques cadres supérieurs utilisaient. Il venait de Bernard. « Parc Monceau, près du lac. Dans 1 heure. Venez seul. » Le message était court, direct et dangereux. Cela pouvait être un piège. Sa paranoïa lui criait de ne pas y aller, mais son instinct, le même qui l'avait guidé tout au long de sa carrière, lui disait qu'elle avait besoin de faire confiance. Bernard lui avait donné le premier indice. Il méritait le bénéfice du doute. Elle arriva déguisée, non pas comme Bernadette, mais comme une femme anonyme d'âge moyen, avec un foulard sur la tête et des lunettes de soleil. Elle trouva Bernard assis sur un banc, donnant à manger aux pigeons, ressemblant au portrait d'un grand-père retraité. Il ne la regarda pas. Quand elle s'assit à l'autre bout du banc, « Je savais que c'était vous, dès la première semaine, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure. « Je travaille à la banque depuis 30 ans. Je me souviens de vous et de Monsieur Henri, quand vous n'aviez qu'une salle et un rêve. La photo de la fondation est toujours dans mon bureau. » Bernadette resta silencieuse. Absorbant l'information, « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle finalement, sa voix rauque. « Parce que j'ai vu ce que vous faisiez, » répondit Bernard. « J'ai vu la façon dont vous observiez, la façon dont vous vous déplaciez. J'ai compris que vous étiez à la chasse. Si je vous avais exposé, il vous aurait neutralisé immédiatement. Faire semblant de ne pas vous connaître était la seule façon de vous protéger. » Le soulagement qui inonda Bernadette fut accablant. Elle n'était pas seule, elle avait un allié. Bernard continua, sa voix pleine d'une rage contenue. « J'ai vu ce que Leclerc faisait au livre. Il est intelligent, utilise des couches sur des couches de tromperie. Mais les chiffres ne mentent pas à un homme. Qui les lit depuis 40 ans, je rassemblais mes propres preuves, mais je ne savais pas quoi en faire. Le dénoncer en interne serait un suicide professionnel. Alors, vous êtes apparu, ou comme un fantôme du passé, et j'ai su que j'avais une opportunité. Dans les 20 minutes suivantes,
Bernard lui fournit les pièces manquantes de son puzzle. Il lui donna des mots de passe pour des comptes cachés, des noms de complices qu'elle n'avait pas découverts. Et la preuve finale et irréfutable de la fraude, les livres de comptabilité parallèles qu'il avait découverts, où les détournements étaient méticuleusement enregistrés. Il était son témoin clé. Son homme de l'intérieur, sa loyauté n'était pas envers les dirigeants du présent, mais envers les fondateurs et leurs principes. En se levant pour partir, il se tourna vers elle. « Faites-le payer, Madame Bernadette, pour Henri, pour nous tous. » Avec les informations de Bernard, Bernadette passa les heures suivantes à plonger dans les profondeurs les plus sombres du stratagème de Philippe. Ce qu'elle découvrit était bien pire que du vol ou de la fraude. C'était une trahison d'une magnitude qui la laissa nauséabonde. Philippe ne se contentait pas de saigner la banque financièrement. Il vendait son âme. En utilisant les mots de passe que Bernard lui avait donnés, elle accéda à des serveurs de données cryptés. Là, elle trouva la preuve de la trahison suprême. Philippe avait créé une porte dérobée secrète pour les systèmes centraux de la banque. À travers elle, il était en train de télécharger systématiquement les données les plus sensibles des clients, historique de transactions, analyse de portefeuille, numéro de compte, informations de sécurité personnelle et stratégie d'investissement. C'était l'équivalent numérique à livrer les clés du royaume à l'ennemi. L'acheteur de ces données était un consortium de concurrents internationaux, les mêmes qui étaient en train de vendre les actions de la Banque centrale d'investissement à découvert. Le plan devint terriblement clair. Premièrement, ils utiliseraient les données volées pour débaucher les clients les plus précieux de la Banque centrale d'investissement, affaiblissant ainsi sa base de revenus. Ensuite, lorsque la nouvelle du coup de Philippe et de la fraude interne serait rendue publique, la panique résultante ferait chuter le prix des actions. Ces positions de vente à découvert leur rapporteraient une fortune. La banque ne serait pas seulement affaiblie, elle serait détruite, et ses restes seraient dévorés par les vautours auxquels Philippe avait vendu l'information. Ce n'était pas une simple soif de pouvoir, mais une campagne de terre brûlée. Philippe était prêt à détruire les moyens de subsistance de milliers d'employés et la sécurité financière de centaines de milliers de clients pour son gain personnel. Son ambition était illimitée, sa moralité inexistante. Ce n'était pas un voleur, mais un terroriste d'entreprise. Et l'héritage qu'elle et Henri avaient passé leur vie à construire était sa cible. La dévastation que Bernadette ressentait était profonde. Chaque fichier qu'elle ouvrait était un coup de couteau au cœur de la banque. C'étaient les rêves de ses clients, leurs espoirs pour l'avenir, leur vulnérabilité, le tout emballé et vendu à vil prix. Elle réalisa que la réunion de lundi n'était pas seulement une question d'exposer un voleur. Il s'agissait d'empêcher un acte d'anéantissement économique. Sa responsabilité était maintenant immense. Elle devait être le pare-feu humain qui empêcherait l'effondrement total de son institution. C'était dimanche soir. Le silence de son appartement était dense, lourd de l'attente de la bataille qui s'annonçait. La table de sa salle à manger, normalement impeccable, était couverte de documents, de diagrammes de flux et d'un ordinateur portable qui contenait la clé pour la salutation ou la ruine de sa banque. Bernadette travaillait avec un calme extérieur qui démentait la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Elle était en train de donner le polissage final à son arme. Elle organisa son dossier en sections logiques et irréfutables. Elle commença avec les prêts frauduleux, suivis par la campagne de diffamation, et les certificats médicaux falsifiés. Ensuite, la pièce maîtresse, les preuves de la vente de données, complète avec les registres de transfert de crypto-monnaies vers les portefeuilles numériques de Philippe. Finalement, elle inclut les enregistrements audio, incluant l'appel où il planifiait de la déclarer incapable, et un autre, obtenu par Robert, où il discutait les prix des données avec un intermédiaire. Chaque page était un clou dans le cercueil de Philippe. Alors qu'elle travaillait, son esprit divaguait. Elle pensait à ses employés, à ceux qui, comme Robert, étaient loyaux et travailleurs, et à ceux qui,
par peur ou ambition, était devenue complice. Elle pensait à ses clients, dont la confiance avait été si grossièrement trahie, et elle pensait à Henri. Que dirait-il s'il pouvait la voir maintenant? Probablement, il sourirait et dirait « J'ai toujours su que tu étais la plus forte de nous deux ». La mémoire lui donna de la force. Quand le dossier fut complet, elle fit quelque chose qui pouvait sembler étrange. Elle alla dans sa chambre et prit son uniforme de Bernadette. Elle l'étendit soigneusement sur le lit. Elle regarda le tissu bleu délavé, les petites taches qui ne partaient pas, le nom Bernadette brodé au-dessus de la poche. Pendant 6 mois, cet uniforme avait été son déguisement, son manteau d'invisibilité. Mais maintenant, elle le voyait différemment. Ce n'était pas un symbole de faiblesse ou d'un statut inférieur, c'était son armure. C'était en tant que Bernadette qu'elle avait découvert la vérité. C'était en tant que femme invisible qu'elle était devenue invincible, avec une nouvelle résolution. Elle prit une décision sur la façon dont elle allait apparaître à la réunion. Elle ne serait pas la puissante Bernadette Castellanos, la magnate que tous attendaient. Elle serait comme la femme que Philippe et le monde avaient écartée. Elle allait le confronter, non pas du haut de la hiérarchie, mais de la base. Ce serait son dernier acte de guerre psychologique. Elle regarda son alliance de mariage simple, son éclat doux contrastant avec le monde de gain qu'elle était sur le point d'exposer. Elle était prête. Le nettoyage final était sur le point de commencer. La salle de réunion du Conseil de la Banque centrale d'investissement était un lieu où le pouvoir était exercé dans des chuchotements polis autour d'une table en acajou de 10 mètres. Ce lundi matin, l'air était particulièrement lourd. Les 12 membres du Conseil s'assirent dans leurs fauteuils en cuir, leurs visages gravés d'une préoccupation solennelle. La plupart d'entre eux connaissaient Bernadette depuis des décennies. Mais les preuves que Philippe leur avait montrées dans les jours précédents avaient planté des graines de doute. Les histoires sur son comportement erratique, ainsi que les certificats médicaux, peignaient un tableau inquiétant. Philippe Leclerc était dans son élément, debout, à la tête de la table. Il exhalait une aura de contrôle et de compétence. Son tailleur était impeccable. Sa montre en or brillait sous les lumières encastrées. Sa voix était un baryton calme et mesuré, teinté de la quantité juste de tristesse feinte. Il commença sa présentation, projetant des diapositives qui montraient un léger déclin dans les profits, qu'il attribua à un manque de leadership actif et concentré. « Comme vous le savez, dit-il, mon respect pour Bernadette Castellanos est immense. Elle et son défunt mari sont des légendes. Mais nous devons faire face à la réalité. Son deuil, compréhensiblement, a affecté son discernement. Il fit une pause dramatique, laissant les mots planer dans l'air. Je ne demande pas ceci par ambition, mais par devoir envers cette institution. Nous devons la protéger d'elle-même. Je propose un congé médical pour une durée indéterminée et la nomination d'un PDG intérimaire pour stabiliser le navire. Il distribua des copies des certificats médicaux falsifiés. Les membres du conseil les lurent, leurs expressions devenant plus sombres. Certains hochèrent la tête lentement, déjà convaincus. Philippe avait préparé le terrain de façon brillante. Il ne se présentait pas comme un usurpateur, mais comme un gardien réticent, forcé de prendre une décision difficile pour le bien commun. L'atmosphère dans la salle était celle d'un enterrement. Ils étaient sur le point de voter la destitution de la femme qui avait fondé la propre entreprise où ils étaient assis. Philippe sentait la victoire à sa portée. Il les tenait dans sa main. Dans quelques minutes, il aurait le contrôle total. Son plan, exécuté avec une précision implacable, arrivait à sa conclusion triomphante. Il sourit intérieurement. Un prédateur sur le point de donner le coup final à sa proie. Ce qu'il ignorait, c'est que la proie n'était plus dans la cage. Elle était à la porte. Au moment où Philippe s'apprêtait à demander le vote, un léger bruit se fit entendre à l'entrée de la salle de réunion. La grande porte en chêne s'ouvrit et une silhouette, vêtue d'un uniforme bleu d'entretien, entra, poussant un chariot de service. C'était Bernadette. Sa tête était baissée,
Son corps se mouvait avec la familiarité de quelqu'un qui appartient aux espaces invisibles. La réunion s'arrêta net. Les membres du conseil regardèrent, confus et irrités par cette interruption. Avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, 2 gardes du corps massif entrèrent précipitamment dans la salle et empoignèrent Bernadette par les bras. « Excusez-nous, messieurs, » dit l'un d'eux. « Je ne sais pas comment elle a fait pour passer. On va la sortir immédiatement. » Ils commencèrent à la tirer vers la sortie. Mais Bernadette resta étonnamment ferme, ses chaussures en caoutchouc crissant sur le sol poli. Philippe observa la scène, et une vague de triomphe arrogant le submergea. L'ironie était trop parfaite pour y résister. Il leva la main, arrêtant les gardes. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Il s'avança lentement vers Bernadette, le bruit de ses chaussures coûteuses résonnant dans le silence. Il s'arrêta devant elle, la toisant de haut en bas avec un mépris théâtral. « Laissez-la, un instant, messieurs, » dit Philippe, sa voix dégoulinant de sarcasme, suffisamment fort pour que tout le monde dans la salle entende. Il se tourna vers le conseil, ouvrant les bras dans un geste de fausse exaspération. « Voyez jusqu'où nous sommes descendus. La situation est telle que même les femmes de ménage veulent maintenant participer aux réunions de direction. » 1 ou 2 personnes laissèrent échapper un rire nerveux et mal à l'aise. Pour Philippe, c'était son moment de gloire ultime. La femme de ménage qu'il avait humiliée publiquement apparaissait maintenant à son couronnement. Un symbole parfait du désordre qu'il était venu corriger. Sa présence, dans son esprit, ne faisait que valider son argument selon lequel la banque avait besoin d'une main de fer. Il était certain que tous dans la salle voyaient ce qu'ils voyaient. Une interruption bizarre, une preuve supplémentaire de l'excentricité qui gangrenait l'institution. Il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Bernadette ignora complètement Philippe. Avec une force calme et inattendue, elle se dégagea de l'emprise des gardes. Ils reculèrent, soudainement incertains. Elle marcha d'un pas ferme jusqu'à la table en acajou, son chariot de nettoyage cliquetant doucement derrière elle. Ce bruit était la seule chose qui brisait le silence stupéfié de la salle. Elle s'arrêta, non pas à la tête opposée à Philippe, mais au milieu de la table, au centre du pouvoir. Lentement, elle releva la tête. Pour la première fois, les membres du conseil virent clairement son visage. La reconnaissance fut comme un éclair qui traversa la salle. La confusion se transforma en choc. Ses cheveux étaient cachés sous un foulard, son visage était sans maquillage, mais les yeux étaient inconfondables. C'étaient les yeux d'acier de Bernadette Castellanos. « Merci pour votre introduction. »« Philippe, » dit Bernadette, sa voix calme, mais résonnant d'une autorité qu'aucun d'eux n'avait entendue depuis des mois. « Mais je crois qu'il y a un malentendu. Je ne suis pas une femme de ménage qui veut participer à une réunion de direction. » Elle fit une pause, son regard parcourant chaque visage dans la salle, s'attardant un instant sur Philippe, dont le sourire s'était figé en un masque d'incrédulité. « Je suis la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, et présidant une réunion que vous avez convoquée pour me détruire. » Le choc dans la salle était palpable, une force physique. Philippe devint blanc, sa contenance se désagrégeant. Bernadette tendit la main et saisit le lourd dossier qu'elle avait apporté sur son chariot. Elle le déposa sur la table avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de feu. « Vous avez présenté vos preuves concernant ma prétendue incapacité, » continua-t-elle. « Maintenant, permettez-moi de présenter les miennes. » Elle ouvrit le dossier avec une précision clinique. Elle commença sa présentation. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, seulement des faits froids et brutaux. Elle commença par le système de prêt, nommant les noms, les dates et les montants. Elle projeta des copies des documents qu'elle avait récupérés dans les poubelles sur l'écran de la salle. Puis, elle passa aux certificats médicaux falsifiés, montrant les preuves de la corruption. À chaque révélation, la couleur disparaissait encore davantage du visage de Philippe. Il était paralysé, pris au piège dans un piège qu'il avait lui-même tendu. La reine avait renversé l'échiquier.
Et le roi était en échec. Le coup de grâce vint lorsque Bernadette aborda la vente de données. Le vol de l'argent n'était que le commencement, dit-elle, sa voix prenant une intensité glaciale. Le véritable plan était la destruction totale de cette banque pour un profit personnel. Elle détailla la porte dérobée du système, le consortium de concurrents, les ventes à découvert. La salle était dans un silence absolu, seulement interrompu par la respiration haletante de Philippe. Pour preuve finale, elle appuya sur un bouton de son ordinateur portable. La voix de Philippe emplit la salle, provenant des haut-parleurs. C'était l'enregistrement de sa conversation avec l'intermédiaire, négociant le prix des données des clients. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune dénégation possible. C'était une confession complète, dans sa propre voix arrogante. Lorsque l'enregistrement se termina, l'un des membres du conseil, un homme âgé qui avait été le meilleur ami d'Henri, sortit son téléphone portable et appela la police. Philippe craqua finalement, poussant un cri de rage et de désespoir. Il se jeta sur Bernadette, essayant de saisir le dossier, l'ordinateur, n'importe quoi. Mais les gardes, comprenant maintenant la véritable situation, réagirent instantanément. Ils l'interceptèrent et le maîtrisèrent. Son tailleur impeccable, se froissant dans la lutte. Quelques minutes plus tard, 2 inspecteurs entrèrent dans la salle de réunion. L'arrestation de Philippe Leclerc fut rapide, silencieuse et humiliante. Il fut menotté et emmené à l'extérieur. En passant devant le chariot de nettoyage qui était devenu son bourreau, dans les jours qui suivirent, Bernadette agit avec une rapidité et une détermination qui surprirent tout le monde. Elle prit le contrôle total et direct de la banque. Son premier acte fut une communication à toute l'entreprise, diffusée à tous les employés, où elle expliqua, avec une honnêteté brutale, ce qui s'était passé. Elle ne cacha pas l'ampleur de la trahison. Mais elle promit aussi un nouveau départ, fidèle à sa parole. Elle mit en œuvre des changements radicaux. Le cercle de complices de Philippe fut renvoyé et poursuivi. Mais au lieu de simplement remplacer leur poste par davantage de cadres d'élite, elle créa un programme révolutionnaire d'inclusion sociale en partenariat avec des organisations de réinsertion. Elle commença à embaucher d'anciens détenus et des personnes en situation de vulnérabilité pour des postes de confiance supervisés, croyant que ceux qui avaient été rejetés par la société méritaient une seconde chance. La banque, qui avait été le théâtre d'un élitisme abject, commençait à se transformer en un modèle d'équité. Le bruit de l'aspirateur, autrefois son déguisement, était devenu le symbole d'un nettoyage profond et véritable. 6 mois plus tard, la Banque centrale d'investissement se stabilisait. Sous la direction ferme de Bernadette, la confiance des clients et du marché était lentement restaurée. Ces politiques d'inclusion sociale, initialement perçues avec scepticisme, commençaient à porter leurs fruits, apportant une nouvelle perspective et une loyauté nouvelle à la culture de l'entreprise. Bernadette était saluée dans la presse comme une visionnaire, une dirigeante qui non seulement avait sauvé son entreprise, mais lui avait aussi donné une nouvelle âme. Cependant, l'expérience avait laissé une cicatrice indélébile. La femme qui avait émergé de la crise était plus forte, plus humaine, mais aussi infiniment plus méfiante. Son expérience en tant qu'invisible lui avait ouvert les yeux sur la décence des gens ordinaires, mais aussi sur la duplicité qui pouvait se cacher derrière un sourire cher et un titre impressionnant. Sa foi en l'élite dirigeante était permanemment ébranlée. Ainsi, un nouveau rituel était né. Une fois par mois, sans prévenir, Bernadette quittait son bureau de PDG au dernier étage. Elle se rendait dans les locaux de l'équipe de nettoyage, enfilait un uniforme et prenait un chariot. Pendant quelques heures, elle effectuait ses inspections de femmes de ménage, nettoyant les couloirs et vidant les poubelles, non pas pour trouver des preuves de fraude, mais pour rester connectée à la réalité de sa banque. C'était sa façon de ne jamais oublier la leçon qu'elle avait apprise. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le poste que l'on occupe, mais dans la façon dont on utilise sa position pour élever
ou humilier les autres. Sa croissance, cependant, était réelle. Réalisant qu'elle ne pouvait pas gouverner seule et que sa méfiance était une faiblesse, elle créa une nouvelle structure de gouvernance, un conseil consultatif composé d'employés de tous les niveaux de l'organisation. Un caissier, un analyste de crédit, un technicien informatique et une femme de ménage s'asseyaient désormais à la même table que les directeurs exécutifs, garantissant que les voix de tous soient entendues. Dans la scène finale, Bernadette est dans son bureau, tard dans la nuit, regardant par la fenêtre la ville qui s'étend en contrebas. Sur son bureau, sa simple alliance repose à côté d'un rapport du nouveau conseil consultatif. Le téléphone sonne. C'est sa fille, Sophie, qui appelle juste pour dire bonjour. Sa voix enfin libérée de l'inquiétude qui l'avait assaillie, Bernadette sourit, un sourire authentique. Sa famille et son empire étaient en train de guérir, mais en raccrochant, son regard se pose sur un petit aspirateur de bureau. Elle l'allume un instant et le bourdonnement familier emplit le silence. C'est un rappel que le nettoyage, tant littéral que figuratif, n'est jamais vraiment terminé.